l'homme a ponctué son évolution par la maîtrise des matériaux que lui a donné la nature. 12 siècles avant notre ère, l'homme utilise déjà le fer. Le fer est d'abord d'origine météoritique, puis obtenu grâce à des techniques de transformation de plus en plus élaborées. Ces objets archéologiques en témoignent. Depuis ces âges, chaque époque a contribué à améliorer les techniques d'élaboration des alliages ferreux. Mais c'est en 1856 que la révolution industrielle s'amorce avec la mise au point par le Britannique Bessemer d'un convertisseur qui permet la production de grands tonnages de pièces à base d'alliages ferreux. Ce pont, ces wagons de marchandises, ces roulements à billes, cette voiture en cours de fabrication, cette batterie de cuisine, cette machine-outil ou ces brutes de fonderie sont en majeure partie faits d'alliages ferreux. Le fer s'emploie aujourd'hui rarement pur. Il est toujours traité et additionné d'éléments pour former deux grandes familles d'alliages ferreux, les fontes et les aciers. Mais fontes et aciers ont, comme nous allons le voir, un passé commun, la fonte de première fusion. La fonte de première fusion est obtenue par traitement thermochimique d'un minerai dans un complexe sidérurgique. Sur ces convoyeurs, nous voyons l'acheminement des matières premières vers les hauts fourneaux. Avant d'étudier le processus d'élaboration de la fonte, nous allons nous attarder sur les sources d'énergie et les matières premières indispensables comme l'oxyde de fer, le carbone et le carbonate. Les réactions thermochimiques d'oxydoréduction mises en jeu pour la production de la fonte de première fusion nécessitent de la chaleur, des agents chimiques réducteurs et bien sûr du minerai. La chaleur provient le plus souvent de la combustion du coke et plus rarement de fioul ou de gaz naturel. Comme on le voit ici, le coke est un résidu de la distillation des houilles. Une de ses importantes propriétés requises est de résister à l'écrasement lors du chargement du haut fourneau, pour que l'air et les gaz de combustion puissent circuler dans la masse. Le poussier de coke mélangé à du minerai est transporté par les convoyeurs jusqu'au haut fourneau. Le coke est aussi un agent chimique actif. Il participe à la réaction chimique de réduction de certains oxydes. Ce coke est associé aux fondants ou castines qui sont exploités en carrière à ciel ouvert. Ces fondants facilitent la fusion et permettent d'éliminer tout ce qui n'est pas ferreux sous forme de laitier. Le minerai de fer, qui représente 5% de la composition de l'écorce terrestre, est extrait sous forme de minerai. Les gisements les plus riches sont suédois, mauritaniens, brésiliens ou libériens. Voici un échantillon de minerai de fer. Le fer existe dans le minerai sous forme de carbonate et le plus souvent sous forme d'oxyde de fer. Les minerais les plus riches contiennent de 50 à 70% de fer. Pour des raisons économiques, on n'exploite pas de minerai à moins de 30% de fer. Après extraction, le minerai est d'abord concassé, broyé, puis criblé, c'est-à-dire tamisé. On obtient des particules de 8 à 25 mm de diamètre, appelées fines. On procède ensuite à l'enrichissement du minerai. Il consiste par divers procédés physiques à débarrasser les fines de tout ce qui ne contient pas de fer, c'est-à-dire la gangue. L'enrichissement commence par le tri magnétique. Les particules qui ne sont pas attirées par un aimant, c'est-à-dire ne contenant pas ou trop peu de fer, sont éliminées. L'enrichissement se fait aussi par flottation. Le minerai est chargé dans une cuve pleine d'eau additionnée d'huile en général. Le minerai s'enrobe d'huile et sous l'action de l'air injecté vient former à la surface une mousse riche en métal. « La gangue sédimente au fond de la cuve.
Après broyage, triage magnétique, séparation par flottation, la dernière opération est le séchage. Ce minerai, enrichi à 80 voire 90% de fer, est homogénéisé, mélangé à du poussis de coque et à un fondant. Puis le tout est aggloméré. Nous voyons ici les différents éléments qui sont convoyés vers la chaîne d'agglomération. Après agglomération, les matières sont fritées à 1200 degrés Celsius. En bout de chaîne, un brise-motte permet la production de granulats tamisés à 5 mm de diamètre après criblage. Ce minerai ainsi traité sera versé dans le haut fourneau et constituera l'élément essentiel de la production de la fonte. Maintenant, regardons l'architecture d'un haut fourneau et étudions le processus qui permet d'obtenir la fonte de première fusion. Le haut fourneau est formé de deux cônes inversés composés d'un gueulard, d'une cuve, d'un ventre et d'étalage ou arrivée d'air. Le minerai aggloméré, le fondant et le coque sont chargés par le gueulard. L'air nécessaire à la combustion arrive au niveau de la base du haut fourneau par les ceintures avant. Analysons maintenant le processus en situant en parallèle les différentes réactions chimiques et les températures associées. En partant du haut, c'est-à-dire du chargement, nous avons la dessiccation ou séchage vers 300 degrés Celsius et la première conversion d'oxyde. Entre 600 et 1000 degrés Celsius, nous observons la réduction des oxydes. Au niveau de l'arrivée d'air, entre 1200 et 1800 degrés Celsius, il y a carburation du fer. L'étier et fonte sont récupérés entre 1600 et 1800 degrés Celsius. Comme on peut le voir résumé sur ce dessin, les solides descendent et sont extraits en bas du haut fourneau. En revanche, les gaz des réactions sont évacués vers le haut à travers le gueulard. Fonte et l'étier sont récupérés et soutirés par trous de coulée distinctes. Nous voyons ici un exemple industriel de haut fourneau mesurant 85 mètres et produisant 1000 tonnes de fonte par jour. Tout le processus est géré par ordinateur depuis la salle de contrôle. Le laitier plus léger surnage sur la fonte. Le laitier est rapidement refroidi à l'eau. Concassé et broyé, il entre dans la fabrication de ciment et des revêtements de route ou de ballast pour chemin de fer. La fonte est coulée dans des wagons-poches qui iront à l'acierie. Après chaque coulée, des échantillons de fonte sont prélevés et analysés en laboratoire. On distingue deux types de fonte de première fusion, suivant les conditions de chauffe du haut fourneau. Les fontes grises, qui contiennent de 3 à 4% de carbone et jusqu'à 3% de silicium, les fontes blanches, plus fragiles et plus dures, contiennent moins de 3% de carbone et moins de 1,5% de silicium. Ce sont principalement des fontes de refusion pour les aciers. La fonte de première fusion peut être coulée en gueuse. Elle sert directement et sans autre traitement au moulage de pièces sans grandes caractéristiques mécaniques. L'essentiel de la production de la fonte de première fusion est destiné à la fabrication des fontes affinées et des aciers. Cette fonte peut être coulée sous forme de gueuse, mais elle est plus généralement maintenue liquide et transportée, comme nous l'avons déjà dit, par des wagons-poches vers l'acierie voisine, où elle sera immédiatement traitée et affinée. Intéressons-nous maintenant aux traitements qui font de la fonte de première fusion des fontes de seconde fusion ou des aciers. Tout d'abord les fontes. On peut classer les fontes en 3 groupes.
les fontes blanches dans lesquelles le carbone est sous forme de carbure de fer. Les fontes malléables obtenues par traitement thermique des fontes blanches. Les fontes grises qui sont elles-mêmes de trois types. Les fontes à graphite lamellaire, largement utilisées en moulage, ayant de bonnes propriétés d'usinabilité. Les fontes à graphite sphéroïdal qui présentent des propriétés mécaniques à mi-chemin entre les fontes grises à graphite lamellaire et les aciers. Et les fontes alliées dans lesquelles on ajoutera des éléments d'addition tels que le nickel, le chrome, le molybdène ou le cuivre pour des applications spécifiques. Ces fontes grises sont affinées à partir de la fonte de première fusion dans un cubilot, sorte de mini au fourneau. C'est une tour cylindrique de 6 à 8 mètres de hauteur. L'air nécessaire à la combustion est soufflé par les tuyères. La fonte et son laitier se rassemblent dans le creuset. Le cubilot est alimenté en fonte de première fusion, en ferraille, en riblon et en coque qui seront versés dans le gueulard. Sur ce schéma, observons le processus. De 20 à 700 degrés Celsius, les charges sont réchauffées. De 700 à 1600 degrés Celsius, celles-ci entrent en fusion et passent à l'état liquide à partir de 1250 degrés Celsius. Après refroidissement de la charge dans le creuset, on procède tout d'abord à la coulée du laitier qui surnage puis de la fonte. Voici une vue d'ensemble d'un cubilot. La fonte produite sera fonction de la composition de la charge métallique, c'est-à-dire de la fonte de première fusion, des ferrailles et riblons et des fontes de récupération qui seront mélangées aux coques combustibles. La fonte et le laitier sont séparés à la coulée. La fonte de deuxième fusion est directement coulée dans des moules généralement en sable pour fabriquer des pièces brutes de fonderie. Ces pièces seront traitées ensuite dans des fours spéciaux pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques. Les aciers sont élaborés à partir de la fonte de première fusion en réduisant le taux de carbone. Nous voyons ici la coulée de cette fonte à partir d'un wagon-poche. Les aciers sont aussi obtenus à partir des ferrailles de récupération. Ces ferrailles représentent une importante source de matière première, riche en fer de 80 à 90%. Elles permettent d'économiser les minerais et contribuent à protéger l'environnement. Les aciers sont soit élaborés à partir de la filière fonte de première fusion, soit élaborés à partir de la filière ferraille. Dans les deux cas, ils seront affinés dans des fours. On distingue deux types de production de l'acier. L'acier à l'oxygène et l'acier électrique. Détaillons tout d'abord la filière de l'acier à l'oxygène. Observons le schéma du four. C'est une cornue en tôle à fond plat d'environ 5 mètres de diamètre et de 10 mètres de hauteur, garnie intérieurement de matériaux réfractaires. L'oxygène qui sert à l'oxydation de la fonte est mélangé à de la poudre de chaux. Elle est soufflée par une lance verticale qui est descendue dans le four. Par la trémie, on verse la fonte liquide à une température voisine de 1250 degrés Celsius. Le carbone brûle et s'élimine sous forme de gaz. Les scories qui surnagent sont éliminées par basculement du convertisseur. On procède ensuite à la coulée de l'acier. Nous revoyons maintenant une séquence dans sa continuité. On verse la fonte liquide par la trémie.
Sur ces images, nous voyons la descente de la lance à oxygène dans le four. Cette combustion provoque une élévation de la température du bain jusqu'à 1600 degrés Celsius. C'est la température de l'acier à l'état liquide. Le silicium et le manganèse s'oxydent et se combinent avec d'autres oxydes pour donner une scorie liquide qui flotte à la surface du bain. Le phosphore sera éliminé par réaction avec la chaux. Au cours des opérations de combustion, une partie du fer a pu brûler et s'oxygéner. On procède alors à une nouvelle réduction des oxydes formés et on ajoute éventuellement les éléments nécessaires à la composition finale de l'acier. Entre-temps, on procède à l'évacuation des scories. Les scories des fontes phosphoreuses sont riches en phosphate de calcium et sont utilisées comme engrais. La composition finale de l'acier étant atteinte, on effectue par basculement de la cornue la coulée de l'acier dans des poches de coulée. Les convertisseurs d'aujourd'hui ont une capacité de 100 à 400 tonnes et sont pilotés par ordinateur. Intéressons-nous maintenant à l'autre technique de production de l'acier, communément appelée acier électrique. L'oxygène nécessaire à la réaction est contenu dans l'oxyde de fer provenant de ferraille. La montée en température de la fonte et des ferrailles est assurée par l'effet Joule du courant électrique qui circule dans la charge métallique du four. Ces fours peuvent être à courant induit, mais le plus souvent, ils sont à arc électrique entre 2 ou 3 électrodes. Le chargement des ferrailles, des fontes liquides, de la chaux nécessaire à la formation du laitier se fait dans une cuve réfractaire à revêtement de dolomie grâce à une benne de chargement. On procède ensuite à la fermeture du four, à la descente des électrodes, puis à la montée en température grâce aux arcs électriques. La fusion peut durer plusieurs heures. Après oxydation des différents éléments et remontée des électrodes, on commence par l'évacuation du laitier. C'est le décrassage. Après décrassage, on procède à la charge des éléments d'addition qui permettent l'obtention d'aciers alliés de composition très précise et de propriétés mécaniques élevées. Un nouveau passage du courant dans les électrodes assure la fusion de tous les éléments d'addition. Nous revoyons le cycle par animation. L'acier désiré étant obtenu, on effectue par basculement de la cuve la coulée de l'acier. La composition des aciers étant très précise, l'ensemble des opérations est suivi depuis la salle de commande et contrôlé par ordinateur. Sur ces images, nous voyons la coulée de l'acier dans des poches. La pureté de l'acier, c'est-à-dire sa composition et sa qualité, sont sévèrement contrôlées. Pour ce faire, on effectue des prélèvements d'échantillons qui sont analysés en laboratoire. On procède ainsi à des contrôles de structure et à des essais mécaniques. Un ajustement très précis de la composition chimique de l'acier et l'optimisation de sa pureté peuvent se faire dans des fours électriques appelés fours métallurgiques secondaires. Les poches de coulée dans lesquelles sont versés les aciers permettront d'alimenter soit une installation de coulée en continu,
soit des lingotières en fonte pour la fabrication de lingots. Voyons la coulée en continu. L'acier liquide est coulé dans des lingotières à suivre. L'acier se refroidit, puis est tiré vers le bas par de puissants rouleaux. On obtient ainsi des demi-produits sans retassure et prêts au laminage à chaud. Dans les deux cas, coulés en lingotière ou coulés en continu, les demi-produits sont de trop grandes dimensions pour pouvoir être utilisés directement. Après un réchauffage, on fait donc subir à ces lingots une première opération de laminage pour en faire des brames, des blooms ou des billettes. Ces produits sont ensuite repris dans un train de laminoir pour en faire des produits plats, comme les tôles, les plaques et les feuilles. On peut aussi en faire des produits longs, comme les fils, les barres, les rails, les profilés et les poutrelles. Ces produits seront utilisés pour entrer dans la fabrication d'ensembles très variés. Suivant sa composition et son mode d'élaboration, le sidérurgiste peut composer à volonté des alliages ferreux pour une grande variété d'applications.